Bonjour et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Manuel Valls cherche à restaurer son autorité, accusé avec son gouvernement de laxisme face à une série d'incidents violents. Le Premier ministre veut réaffirmer sa fermeté. Tribune sur son compte Facebook et déplacement à Moirans. Cette commune de l'Isère, théâtre d'émeutes le 20 octobre dernier. Le décryptage de Jérôme Sainte-Marie dans un instant. La France va rétablir ses contrôles aux frontières le temps de la COP 21, annonce Bernard Cazeneuve. En cause, la menace terroriste et les troubles à l'ordre public qui pèsent sur cet événement. Alors que lundi, François Hollande a obtenu de Pékin le principe d'un accord contraignant pour contenir les températures en deçà des 2 degrés. On en parle avec Marie Brébeau. Un État dans l'État, c'est le constat de la commission d'enquête sénatoriale sur les autorités administratives indépendantes. Certaines sont connues et reconnues, le CSA ou encore la CNIL, mais d'autres pas du tout. Au total, elles sont 42 à réguler des secteurs divers. Beaucoup trop pour les sénateurs qui proposent de n'en garder que 20. Notre documentaire inédit, c'est à voir à 17h. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats avec le hashtag Sénat360 sur Twitter. Bousculé par les critiques sur l'autorité de l'État, Manuel Valls réplique par une tribune et un déplacement à Moirans où des incidents avaient éclaté en octobre dernier. On fait le point avec Cécile Sixou. Violence à Air France, émeute de Moirans, fusillade à Marseille. Mardi dernier, Nicolas Sarkozy lance la charge. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Le gouvernement serait trop laxiste. Des anarchistes mettent il y a quelques jours en échec une perquisition internationale. Que dit le garde des Sceaux? Rien. Que dit le Premier ministre? Rien. Que dit le président de la République? Rien. Réplique hier soir du Premier ministre dans une longue tribune sur sa page Facebook. Ce qui singe l'autorité, la dénature, c'est toujours l'attitude de l'extrême droite. C'est souvent et de plus en plus l'attitude d'une partie de la droite. Pour Luc Châtel, qui a réagi sur notre antenne, Manuel Valls défend sa propre autorité. On voit bien que le Premier ministre, qui cherche, c'est d'abord à se démarquer de ce que fait François Hollande. C'est évident, c'est de la communication. Chantal Jouanneau considère quant à elle qu'il y a bien un problème d'autorité au sein du gouvernement, mais qu'il ne vient pas du Premier ministre. Quand on est obligé de se défendre, c'est quand même qu'il y a un problème. Lui, je ne crois pas qu'il soit laxiste particulièrement. En tant que ministère de l'Intérieur, il n'a jamais trop fait preuve de laxisme. Bernard Cazeneuve, lui, appelle à la responsabilité. Et je veux rappeler à ceux qui font des commentaires sur ce sujet qu'il fut une époque où il y a eu des émeutes dans les quartiers sensibles pendant 3 semaines. À ce moment-là, j'étais dans l'opposition, mais comme j'ai un certain sens de l'État et de l'intérêt général, je me suis abstenu de faire des commentaires hasardeux. Des mots aux actes, le gouvernement espère bien réaffirmer sa fermeté sur le terrain cet après-midi à Moirans. Et en marge d'une visite à Lyon ce matin, Manuel Valls a estimé qu'il n'y a pas de recul du gouvernement sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui s'appliquera à compter de janvier 2017. Et il s'est également déclaré convaincu que le pays atteindrait l'objectif d'un déficit au-dessous de 3% en 2017. J'accueille Jérôme Sainte-Marie. Bonjour, vous êtes président de Polling Vox. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un déplacement, on l'a vu, une tribune. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour le Premier ministre qui se sent attaqué sur l'autorité de l'État? Oui, effectivement, ces attaques sont pour lui très douloureuses puisqu'il a construit son image publique avant tout, pour le plus grand nombre, comme ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on constate qu'en ces périodes de crise économique, où finalement il est très difficile d'annoncer des bons chiffres, notamment en matière d'emploi, eh bien, il est bon d'occuper des fonctions régaliennes. Ce sont les ministres régaliens qui ont le plus prospéré. Il a ce capital politique d'être une espèce de nouveau Clémenceau, si vous voulez être extrêmement généreux. Eh bien, il veut, si un jour il doit sortir de Matignon, il veut avoir conservé au moins ce capital politique-là. Ouais, mais c'est pas ça justement tout le problème d'Emmanuel Valls, qu'il est trop resté dans ses habits de ministre de l'Intérieur? Il a essayé d'en sortir, il en est sorti d'ailleurs, il est pleinement Premier ministre, mais c'est vrai que quelqu'un comme Emmanuel Macron a conquis finalement l'image de réformateur qui était autrefois celle largement de Manuel Valls. Donc là, cette omniprésence d'Emmanuel Macron fait aussi qu'il doit réactiver ses propres ressources politiques. Ça correspond par ailleurs, ce discours, au-delà de la tactique personnelle de Manuel Valls, eh bien, ça correspond aussi à une attente extrêmement forte de la population
qui non seulement se plaint des effets de la crise économique, etc., mais surtout aujourd'hui craint pour la paix civile. Ouais. Mais alors ce procès en laxisme est-il justifié selon vous? Ce n'est pas à moi d'en décider. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a eu des images terribles, à commencer par celle de cet été, avec également des gens du voyage sur une autoroute dans le Nord. Il y a eu ensuite, voilà, Moiran. D'une certaine manière également, les images de la crise des migrants renvoient à un niveau cette fois-ci global européen, mais enfin pour Calais c'est quand même chez nous, eh bien renvoie à l'idée que les forces de l'ordre ne sont plus capables de le maintenir ou sont empêchées par le pouvoir politique ou européen de le maintenir. Donc là, on sent que cette préoccupation est très très forte. Alors je ne sais pas si sur le fond c'est justifié, ce que je sais simplement c'est que c'est perçu comme tel par l'opinion. Ouais, ça intervient en plus dans un contexte difficile où le sommet de l'État a un peu vacillé cette semaine, contraint à de nombreuses reculades sur les impôts pour les retraités, sur la dotation globale de fonctionnement ou encore l'allocation adulte handicapé. Quelles répercussions ça peut avoir tout ça dans l'opinion ? Ça donne une impression de cafouillage. Il y a également les déclarations malheureuses de la ministre du Travail. Tout cela donne l'impression que ça réactive les préventions qu'avaient un certain nombre de personnes au début du quinquennat sur l'idée d'un certain amateurisme au gouvernement. Cela avait pratiquement disparu et voilà que cela revient. Non, ce qui est intéressant aussi pour cette question de la sécurité, c'est que ça permet de réactiver le clivage gauche-droite et le choix justement d'aller dans l'Isère, c'est une nécessité par rapport à l'actualité, mais c'est aussi un coup politique. Ça permet de réactiver un débat gauche-droite bien utile lorsqu'il faut préparer les élections régionales. Ouais, il faut absolument occuper le terrain. C'est la seule solution pour le gouvernement, justement, à l'approche de ces élections régionales. Oui, il faut surtout montrer qu'en ce domaine aussi, il y a une différence entre une politique de gauche et une politique de droite. Montrer non seulement que c'est ce qu'essaye de faire Manuel Valls dans sa déclaration, c'est un peu l'ordre juste, vous savez, de Ségolène Royal, c'est montrer que le maintien de l'ordre précisément par la gauche et par la droite, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est de bon niveau pour la gauche, mais avec des modalités plus larges. Dernière chose qu'on n'a pas parlé, mais c'est Manuel Valls doit aussi occuper le terrain directement sur cette question-là, puisqu'on sait que la ministre de la Justice est très attaquée, notamment dans les milieux policiers. Ouais. On l'a dit, pour le Premier ministre, la difficulté d'occuper le terrain sur toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement, justement, s'il veut améliorer son image ? Sur l'aspect sur la sécurité ? Oui, sur Moiran. Sur Moiran, je pense qu'il doit avant tout montrer qu'il n'est pas dans l'hyper-déclaratif. Ce qui avait été reproché à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir une expression extrêmement forte, extrêmement transgressive, et finalement des actions assez limitées. C'est pour ça que certains conseillers, comme d'ailleurs Patrick Buisson, étaient assez défavorables au discours de Grenoble, puisqu'ils pensaient que c'était émettre une promesse. On aime ou on n'aime pas, mais enfin émettre une promesse de rétablissement de l'ordre que l'État n'était plus en situation de véritablement tenir. Donc là, c'est pour montrer simplement que s'il y a une hypertrophie du langage à droite, il y a par contre une action déterminée à gauche. C'est ça le propos de ce soir, je pense. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, pour votre analyse. Bernard Cazeneuve a annoncé que la France allait rétablir un contrôle aux frontières pendant un mois à l'occasion de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP21. Elle débute, vous le savez, fin novembre à Paris. Cette décision intervient dans un contexte de menaces terroristes ou de risque de troubles à l'ordre public. Marie Brémaud va nous retrouver sur ce plateau pour en parler. Je vous accueille, Marie. Venez pour cette semaine qui a été marquée. Alors, je vais vous laisser sortir. Jérôme Sainte-Marie, merci. Marie Brémaud, venez sur cette semaine marquée par le déplacement de François Hollande en Chine. Alors, c'est un tournant pour le chef de l'État qui a pu arracher cet accord contraignant pour les Chinois. Oui, clairement, cette visite, elle marque un tournant de la Chine dans la lutte contre le réchauffement climatique, le fruit notamment de longues tractations menées par Paris. Pas moins de 12 visites, 12 déplacements de Laurent Fabius en Chine, le ministre des Affaires étrangères. Et au final, c'est un succès diplomatique en effet pour François Hollande. Le chef de l'État, depuis Pékin, a salué l'engagement de la Chine. On l'écoute. Il était tout à fait décisif que je puisse venir ici, à Pékin, pour affirmer avec le président chinois notre volonté qu'il y ait un accord à Paris. Mais pas n'importe quel accord. Un accord ambitieux, un accord contraignant, un accord qui puisse être vérifié.
Un accord contraignant qui puisse être vérifié. Alors ça, c'est un virage à 180 degrés engagé par Pékin. Pékin qui se fixe des objectifs très ambitieux. Pic des émissions de gaz à effet de serre au plus tard en 2030. Création d'un marché de crédit carbone en 2017. Baisse de 60% de l'intensité carbonique. Petit rappel des faits, Delphine, pour vous rafraîchir à la mémoire. En 1997, c'était le protocole de Kyoto, premier traité international juridiquement contraignant qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, la Chine n'était pas du tout concernée, les États-Unis ne l'avaient pas ratifié, la Russie et le Canada s'en sont retirés. Pour faire simple, les plus gros pollueurs de la planète à l'époque n'étaient pas du tout concernés dans la lutte pour le climat. Et en 2009, à Copenhague, la Chine avait également activement participé au fiasco du sommet climat. Donc là, clairement, on est dans un autre chapitre. La Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète au monde. François Hollande espère désormais que le pays va entraîner dans son sillage les pays qui sont encore peu coopératifs avant le début de la COP 21 fin novembre. Je vous propose là aussi d'écouter le chef de l'État. Donc voilà ce que j'attends de la Chine. Qu'elle puisse, à partir de la déclaration que nous avons publiée hier, faire comme nous un travail de dialogue, de conviction auprès d'un certain nombre de pays dont on sait qu'ils vont être déterminants lors de la conférence pour que l'accord puisse être trouvé. Alors Marie, comment vous expliquez ce virage écologique chinois? Ce n'est pas pour faire plaisir à la France, un pays qui organise la COP 21. Simplement, le pays, la Chine, c'est un pays qui étouffe. Quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur du problème. Le nuage de pollution permanent provoquerait le décès d'1 600 000 Chinois par an, soit 4 000 morts par jour. 90% des villes chinoises dépassent les seuils de dangerosité fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais au-delà de l'urgence sanitaire, la Chine y voit une immense opportunité économique. C'est le pragmatisme chinois et le dynamisme du pays. La Chine est aujourd'hui le premier investisseur au monde dans le solaire et l'éolien, alors que les Chinois sont partis bien après l'Union européenne ou les États-Unis. En 2014, le gouvernement a consacré plus de 89 milliards de dollars aux énergies vertes, soit une hausse spectaculaire de 32% en un an. Et un autre exemple, pour terminer, sur le terrain des véhicules propres, ce sont pas moins de 12 constructeurs automobiles chinois qui se sont engagés dans la production de masse des voitures électriques. Merci beaucoup Marie Brémaud pour toutes ces précisions. Et puis on vous retrouve maintenant tous les vendredis dans Sénat 360 pour parler des enjeux de cette COP 21. Merci beaucoup Marie. On passe à présent à l'actualité du Sénat. Hier, la Haute Assemblée a donné son feu vert au projet de loi sur la justice en le renommant projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire. Retour sur les modifications apportées par la Haute Assemblée avec Nathalie Guilloire. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, affiche un large sourire. Son projet de loi a été voté presque à l'unanimité hier soir au Sénat. Le fond même de ce texte de loi, c'est que nous changeons de culture dans l'autorité judiciaire. Oui, c'est un texte ambitieux, c'est un texte audacieux et nous assumons cette ambition, nous assumons cette audace. La ministre parle d'une réforme ambitieuse. Dans l'hémicycle, on préfère parler d'une simple évolution de la justice. Ce projet de loi, qui n'est peut-être pas la justice du XXIe siècle telle que la rêvait à son début Madame la ministre, mais on n'est qu'au début du XXIe siècle. Je trouve qu'on n'est pas, nous ne sommes pas devant un texte emblématique. Comme un symbole, le texte a été renommé en projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire. Car l'une des propositions phares de ce texte, c'est bien l'action de groupe, afin de lutter contre les discriminations. Autre proposition concrète de ce texte, le guichet unique. L'objectif est de simplifier la vie du justiciable en facilitant ses démarches. Ce texte aura également permis de mettre fin à la polémique sur la conduite sans permis de conduire. Elle restera un délit. L'idée de la contravention comme sanction a été retirée. C'est maintenant au tour de l'Assemblée nationale d'examiner ce texte qui vise à modifier la justice civile. Et parmi les temps forts qu'il faut retenir de cette semaine au Sénat, l'audition de Philippe Val, le président du groupe La Poste, face aux inquiétudes des sénateurs sur le recul de la présence postale dans les territoires ruraux. Il a expliqué mardi que pour survivre et maintenir son réseau, La Poste n'a d'autre choix que de développer ses activités bancaires ou encore transformer ses postiers en examinateurs du permis de conduire. Retour tout de suite sur cette audition.
Notre sujet aujourd'hui, après la diligence, le train, la voiture, les avions, c'est que, et c'est pour ça que c'est la transformation la plus radicale de notre histoire, c'est le message lui-même qui disparaît. Le sujet, c'est qu'il n'y a plus de changement de la technologie de transport, c'est le message qui nous échappe et qui disparaît parce qu'il passe de façon numérique sur les ondes. Ceci signifie donc, et ça a été le diagnostic que nous avons partagé avec les milliers de postiers, avec leurs cadres, leur encadrement, leurs organisations syndicales, le modèle économique, social et stratégique de la Poste n'est plus viable. Je voudrais juste préciser une chose, le courrier n'a pas disparu. Il baisse de 7% par an. Nous transportions 18 milliards d'objets en 2007, nous n'en transportons plus que 13 cette année. Mais ça fait encore 13 milliards d'objets. Et nous pensons que le total aura été divisé par 2 aux alentours de 2020. Donc, il reste du courrier. Je pense d'ailleurs que le courrier pourra prendre un nouvel essor, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, quand on fait de la stratégie, il faut quand même voir clair. Le volume du courrier traditionnel décline rapidement, et c'est bien sûr, puisque c'était le cœur de nos métiers, le sujet, mais en même temps, il n'a pas disparu. Dans cette transformation radicale, il y a un plan stratégique qui s'appelle, merci Monsieur le Président de l'avoir cité, La Poste 2020, Conquérir l'avenir, et qui est fondé sur cette transformation très profonde de la Poste, et qui met au cœur de ce projet la promesse postale pour le XXIe siècle. Et qu'est-ce qu'est cette promesse? Elle ne peut pas être en 2030 de continuer à transporter des lettres, car nous ne savons pas combien de lettres nous transporterons encore en 2030, sachant que l'essentiel des lettres sont des factures, des impôts, des rappels, des tas de choses qui peuvent sans doute se numériser. Eh bien, la promesse postale, c'est à ce moment-là d'apporter à des millions de gens un facteur humain, un service qui repose sur le facteur humain pour tous, partout et tous les jours. C'est donc la proximité et la relation humaine qui vont devenir le cœur de l'ensemble des services de notre groupe dans les 10 et 15 ans à venir. Il y a un petit point sur lequel j'aimerais vous interpeller. C'est la question des distributeurs automatiques de billets. Quand on a un distributeur automatique de billets dans un bourg, eh bien, ça favorise le commerce local. Alors, je ne vous demande pas de faire des choses qui ne sont pas rentables, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait un partenariat entre la Poste et les collectivités locales quand vraiment elles souhaitent mettre ça en place? Alors, la première chose, Monsieur le Président, c'est que nous sommes la seule entreprise à continuer à développer réellement notre réseau de distributeurs automatiques de billets. Premier point. Deuxième point, parfois, la plupart du temps d'ailleurs dans le rural, c'est très loin d'être rentable. Et donc à ce moment-là, on fait appel à la commission départementale de présence postale territoriale, qui réunit tous les élus d'un territoire. Ils ont un budget. Si la commission départementale de présence postale territoriale l'accepte, on finance l'écart, c'est-à-dire la perte du distributeur. Parfois, les élus rassemblés dans cette commission départementale ne donnent pas le feu vert à l'un d'entre eux. Ça arrive. Et à ce moment-là, la seule solution, ce serait celle qu'on trouve. Mais vous savez, pour une petite commune, je parle vraiment des petites communes, ça devient très vite insupportable parce qu'un distributeur de billets qui perd de l'argent, ça perd beaucoup d'argent très vite. C'est ça le sujet. Je ne me suis pas réfugié, pour vous répondre, Monsieur le Président, derrière les problèmes de sécurité qui existent également. Parce que l'un des sujets de circulation du cash dans le rural et le rural profond, ça peut être des sujets de sécurité. Parce que vous nous embellissez forcément un peu le tableau. Hein. Quand on vous écoute, on est un peu dans un livre qu'on lirait aux petits-enfants le soir, comme quoi tout va merveilleusement bien. Mais est-ce que vous avez quand même quelques déceptions? Est-ce qu'il ne vous semble pas que ça pourrait peut-être aller encore un peu plus vite vers d'autres métiers? Je parle en particulier dans le monde rural, c'est-à-dire le monde le moins peuplé, là où la poste est la moins rentable, parce qu'en effet,
savez, le facteur a toujours été un lien social. À une époque, il a rendu les services d'ailleurs de façon bénévole, sans que ce soit certainement parfaitement légal, mais une époque où tout était un peu plus souple, où il ramenait les médicaments. On a gardé des personnes à domicile plus longtemps grâce au facteur. D'abord parce que il buvait un petit café le matin avec la vieille dame, donc ça la rassurait, puis il voyait si elle avait un problème, et il lui ramenait ses médicaments le lendemain. Il y avait parfois une petite goutte dedans, mais c'était positif. C'était positif, et aujourd'hui, vous l'officialisez pour remplacer. Donc, est-ce que ça va assez vite? Je m'efforce de vous présenter une situation lucide. Peut-être avec enthousiasme, mais en tout cas avec lucidité, donc je n'embellis rien par rapport à la première question qui m'a été posée. Et vous vous souvenez sans doute que j'ai commencé en vous disant que le modèle économique, social et stratégique de la Poste n'était plus viable. Il y a quand même mieux comme embellissement. Donc on part d'un vrai diagnostic, d'une transformation du modèle. Enfin, vous avez été, plusieurs d'entre vous, à parler de l'économie du service postal, du fait que le facteur allait déposer les médicaments, allait déposer le pain, allait déposer des tas de choses. C'est le savoir-faire des facteurs. Simplement, vous voyez bien que à partir du moment où on voudrait industrialiser et massifier ces services à domicile, on est conduit à passer d'une économie bénévole à une économie plus industrielle, plus professionnelle. Et donc, nous avons bien sûr l'intention de nous développer dans la silver economy, et de ce point de vue, le vieillissement de notre pays, qui est un fait, c'est comme ça, est une chance pour la Poste, parce que les postières et les postiers ont le savoir-faire de la relation. Et nous allons nous développer dans les années à venir, et vous le verrez en 2016, par des acquisitions de notre part, dans les services aux seniors. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est le futur de la Poste, c'est-à-dire le service à domicile, de toutes sortes de services à domicile, puisque nous savons où sont les domiciles, puisque nous connaissons les habitantes et les habitants, puisque nous avons, grâce à nos siècles d'histoire, leur confiance, et que nous avons toujours protégé le secret et l'intimité des affaires qui nous étaient confiées. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, on va voir avec vous l'agenda du Sénat la semaine prochaine. Une semaine placée sous le signe de la discussion budgétaire, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Et oui, ce texte avec le projet de loi de finances, c'est l'un des très gros morceaux de l'automne, l'un des textes phares. Et ça va être l'occasion pour le Sénat de droite de montrer qu'il s'oppose aux grandes orientations du gouvernement. Alors le texte a été examiné cette semaine en commission et c'est très clair pour les sénateurs et notamment pour le rapporteur Jean-Marie Van Lerenberghe, centriste. Les économies prévues sont insuffisantes. Les sénateurs qui par ailleurs font deux propositions. D'abord l'instauration de 3 jours de carence pour les personnels hospitaliers et puis également le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans, horizon 2019. On passe maintenant au rapport de la semaine. Et oui, le rapport de la semaine, ça sera celui de Jérôme Bignon. Jérôme Bignon qui est sénateur Les Républicains et qui est spécialisé sur la COP21 et qui va présenter son rapport sur les crédits biodiversité, transition énergétique pour le budget 2016. Et à l'approche de cette fameuse COP21 dont on n'arrête pas de parler, ça fait des ordres, mais les crédits sont en baisse. Les crédits alloués à l'environnement vont passer de 6 590 millions à 6 490 millions. Ce sont essentiellement l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les agences de l'eau qui, sans mauvais jeu de mots, vont trinquer. Et peu de nouvelles mesures en matière de fiscalité, au grand désespoir de nombreuses associations, à part le diesel, on en a parlé, c'était il y a une quinzaine de jours. La taxation du gazole augmentera d'1 centime par litre en 2016 et pareil en 2017. Alors, le diesel, il en sera également question la semaine prochaine, vendredi avec l'organisation d'un colloque. Et oui, ça sera donc vendredi dans le cadre des travaux de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un nom bien compliqué pour dire que l'on parle des députés et des sénateurs qui travaillent sur les sciences et l'innovation. Ils s'intéresseront vendredi aux émissions de particules et de polluants de la voiture et à la façon dont on mesure la pollution. Bien sûr, on pense au fameux scandale Volkswagen, l'immense fraude aux États-Unis
qui, semble-t-il, s'est retrouvé aussi en France, puisque les premiers tests montrent qu'il y a eu aussi tricherie dans l'Hexagone. Les sénateurs ici, d'ailleurs, sont en pointe sur le sujet, eux qui ont planché sur le coût économique et financier de la pollution de l'air dans le cadre d'une commission d'enquête. Ils ont d'ailleurs évalué à plus de 100 milliards d'euros les dommages économiques par an et 45 000 décès. Merci beaucoup Tam, toutes ces auditions, ça sera à suivre bien entendu sur notre antenne, notamment vendredi prochain en ce qui concerne les travaux de l'OPEX. Merci beaucoup Tam. La Hadopi sur la sellette, les sénateurs ont proposé cette semaine sa suppression pure et simple. Ils estiment que cette autorité n'a pas apporté la preuve de son efficacité en tant que gendarme de l'Internet. Julie Hulin. En 2012, François Hollande souhaitait l'abroger. En 2013, le rapport Lescure proposait qu'elle fusionne avec le CSA. Pourtant, 6 ans après sa naissance, Hadopi a survécu. Et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet n'a jamais traité autant de saisines. 50 000 demandes d'identification d'adresse IP envoyées aux fournisseurs d'accès chaque jour. Mais un bilan plutôt maigre en termes de sanctions. Depuis son lancement, si 5,4 millions d'internautes ont été avertis, seuls 400 dossiers ont été transmis à la justice pour 32 condamnations avec des amendes allant de 50 à 1 000 euros. Cet été, 2 sénateurs proposaient l'instauration d'une amende administrative en guise de sanction. Dans son récent rapport, Jacques Mézard suggère lui tout bonnement de supprimer une instance qu'il juge inutile. Aujourd'hui, la secrétaire d'État au numérique évoque la nécessité d'une réforme. C'est vrai que d'autres pays qui au départ avaient choisi la voie de la sanction, se sont dirigés au final, et je pense au Royaume-Uni en particulier, vers la voie de l'incitation. Et c'est vrai que pour ma part, j'y crois plus. Avec ou sans réforme, le gouvernement a en tout cas choisi de conforter Hadopi, en lui allouant un budget de 8,5 millions d'euros en 2016, une augmentation de 40%. Et si vous souhaitez voir l'intégralité de l'interview de la secrétaire d'État Axelle Lemaire, c'est à voir à partir de 18h30 dans La Politique, c'est net. Faustine Saint-Geniès m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Faustine. Bonjour, alors on vient de le voir, l'Hadopi fait partie de ces autorités administratives dans le collimateur des sénateurs qui parlent de prolifération. C'est le fruit en fait d'une commission d'enquête que vous avez suivie pendant 6 mois pour Public Sénat. Quel a été le point de départ de cette commission sénatoriale ? Le point de départ, c'est d'abord de comprendre ce que sont ces autorités administratives indépendantes, ces fameuses AAI. Alors le terme est un peu barbare, très abstrait, mais derrière l'acronyme, il y a une réalité tout à fait concrète. Des pans entiers de l'économie sont régulés par ces autorités administratives indépendantes, l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers. Et puis d'un autre côté, certaines garantissent le respect des droits des citoyens. En cas d'abus, selon les cas, vous pouvez saisir la CNIL ou le défenseur des droits, par exemple. Ce sont des organes donc administratifs avec des pouvoirs parfois considérables, mais ils ne sont soumis ni à l'autorité du président de la République, ni à celle d'un ministre, ni à aucune forme d'autorité politique, et c'est un phénomène totalement inédit, un phénomène qui est aussi assez récent, puisque la première fois qu'on a compté ces autorités, qu'on a fait une liste, c'était seulement en 2001. Depuis, elles ont continué à proliférer. Il y en a aujourd'hui 42. Et dans cette enquête, en parallèle du travail des sénateurs, on a voulu se pencher sur le phénomène et puis traquer certains dysfonctionnements parce qu'il y en a un certain nombre. Justement, Faustine, face à ces dysfonctionnements de grande ampleur, on va le voir dans un instant, les parlementaires n'ont pas hésité à dégainer l'arme de la commission d'enquête. Oui, c'est une commission d'enquête. À la demande du groupe des radicaux de gauche du Sénat, elle a été créée le 8 avril dernier. C'est pas une simple mission d'information, c'est pas le rapport d'une commission permanente du Sénat, non. La commission d'enquête, ce mécanisme de commission d'enquête, oblige les membres des autorités administratives indépendantes à répondre aux demandes des sénateurs, à venir aux auditions et à leur donner accès à des documents qui sont parfois confidentiels. C'est une procédure qui donne donc de très grands pouvoirs aux sénateurs et puis une certaine marge de manœuvre. Merci beaucoup Faustine. Alors tout de suite, je vous propose de voir ce documentaire que vous avez réalisé. Autorité administrative indépendante, un État dans l'État, et on se retrouve tout de suite après. Vous connaissez les plus célèbres, le CSA, la CNIL ou encore l'AMF qui régule les marchés financiers en France. Mais connaissez-vous la FLD ou le HCERES? Tous ces organismes sont ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes, des AAI. C'est un objet juridique non identifié. Des autorités comme celle-ci, il en existe 42 en France.
Financée par l'argent public, elle coûte 600 millions d'euros par an. Malgré des pouvoirs considérables, elles ne sont soumises à aucune autorité politique. Nous avons une capacité d'action et c'est ce qui nous rend uniques. Depuis une dizaine d'années, ces AI poussent comme des champignons. Il en est créé une par an. Il est bien évident que cela n'est pas raisonnable. Une commission d'enquête au Sénat a décidé de se pencher sur ces autorités. Qui les contrôle? Sont-elles toutes vraiment utiles? Vous allez voir qu'il existe des dysfonctionnements et parfois des abus. Il y a quelques années, Marie a été licenciée à cause de sa grossesse. Lorsqu'elle annonce à son employeur qu'elle est enceinte, elle a commencé par subir de petites vexations, comme la suppression de sa place de parking. Et puis, peu avant son départ en congé, son employeur la convoque. Le couperet tombe. On m'a licencié la veille de mon congé maternité, alors que j'étais enceinte de quasiment 7 mois. Je n'imaginais pas qu'on puisse licencier encore en France une femme enceinte. Une sanction qui va avoir des répercussions sur sa santé. Mon bébé a souffert de souffrance fétale pendant la grossesse et ça a eu également des conséquences sur ma santé après l'accouchement, puisque j'ai sombré dans une dépression grave, n'ayant plus de travail. Marie prend alors un avocat pour saisir le Conseil des prud'hommes. Elle se renseigne aussi sur Internet et découvre l'existence du défenseur des droits. Elle décide alors de faire appel à cette instance car elle s'estime victime d'une discrimination liée à sa grossesse. C'est une partie du dossier de procédure à la fois en première instance et en cour d'appel. Et ça n'en est qu'une partie. Le défenseur des droits va instruire son dossier et donner un avis juridique au tribunal. Il estime qu'elle a bien été victime de discrimination. Donc ça, ce courrier, sont les conclusions du défenseur des droits qui m'ont été adressées en amont de ma procédure de première instance. Je reste persuadé que l'intervention du défenseur des droits nous a aidés à avoir une écoute attentive de notre dossier. Et ça m'a permis d'être réhabilité dans mon poste, dans mon travail. Et de vous reconstruire. Et de me reconstruire, tout à fait. Aujourd'hui, Marie a gagné en première instance et en appel. Son employeur a été condamné à lui verser des dommages et intérêts. Mais il veut se pourvoir en cassation. Des dossiers comme celui de Marie, les services du défenseur des droits en reçoivent près de 70 000 chaque année. On peut donc avoir des réclamations qui nous viennent directement de la part des personnes qui ont elles-mêmes constitué leur dossier. Et puis on a des dossiers qui nous arrivent directement de la part des conseils, des avocats des réclamants. Discrimination à l'emploi ou encore difficulté d'accès aux soins, relations avec l'administration ou les forces de l'ordre. Chaque fois qu'un citoyen estime que ses droits sont bafoués, il peut saisir cette autorité par écrit ou sur Internet. Les professionnels, ceux qui aident les personnes victimes de discrimination, les associations, les avocats, ont maintenant le réflexe de saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits donne donc un avis juridique sur les dossiers qu'il reçoit. Il peut aussi demander des réformes lorsqu'il estime que la loi est mal faite. L'homme qui incarne ses pouvoirs depuis juillet 2014, c'est Jacques Toubon. Ancien garde des Sceaux et ancien député, nommé pour 6 ans et irrévocable, il estime que cette fonction exige une indépendance absolue. Mes propositions, par définition, elles ne relèvent pas d'une opinion politique, d'une idéologie politique. Elles ne représentent pas un intérêt particulier. Je ne suis pas un groupe de pression, je ne suis pas une association, je ne suis pas une ONG qui défend des intérêts particuliers. Non, je le dis au nom de l'intérêt général et au nom des principes du droit. Le défenseur des droits, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, une entité à part dans l'organisation de l'État en France. Tout a commencé au début des années 70.
La grande date, c'est la loi de 1973 qui a créé le médiateur de la République en France en s'inspirant du modèle suédois, l'ombudsman, qui était l'équivalent du médiateur, donc une autorité administrative qui était là pour réguler les rapports entre les citoyens et l'administration, et donc qui de fait devait être un peu un tiers par rapport à l'administration qui était autonome, qui était indépendante. Et ça a été la première autorité administrative indépendante en France, même si on ne l'avait pas appelée comme ça à cette époque. Il faudra attendre 1978 avec la création de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour que l'expression apparaisse dans la loi. Principale disposition de ce projet, la création d'une Commission nationale informatique et liberté, une commission de 12 membres. Le rôle de ces 12 hommes, réprimer les abus, être en quelque sorte les garde-fous de cette nouvelle Bastille que constituent les quelques 200 ordinateurs utilisés par l'État. Ces entités sont totalement inédites dans le paysage administratif. C'est un objet juridique non identifié, d'une part en raison de sa nature, qui combine une nature purement administrative, sans légitimité, sans élection, et aussi en raison de ses pouvoirs, puisque on est face à des autorités qui finalement exercent les trois pouvoirs à la fois. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ou juridictionnel. Des autorités qui relèvent du Conseil d'État, juge de l'administration. Nous avons dans beaucoup de domaines des besoins de régulation indépendante, avec des pouvoirs qui peuvent être différents, qui peuvent être des pouvoirs de recommandation, des pouvoirs d'avis, des pouvoirs de décision, des pouvoirs de sanction. Des pouvoirs considérables pour des entités administratives, mais plus étonnant encore, ces organes sont totalement indépendants du pouvoir politique. L'essentiel de la garantie, c'est l'absence de tutelle, l'absence de pouvoir hiérarchique du ministre sur les décisions de cette autorité. Très vite, ce mode de fonctionnement connaît un succès fulgurant. La création de ces gendarmes se multiplie pour défendre les droits des citoyens ou réguler des secteurs économiques, énergie, médias, santé, télécom. Je crois que ces autorités répondent à un vrai besoin de modernisation de l'action publique, à un besoin d'impartialité, de neutralité de l'action publique. Et puis, dernier besoin, un mode d'intervention plus souple. Les AAI sont désormais partout. On en compte aujourd'hui 42. Mais certains s'alarment de ce désengagement de l'État dans de nombreux secteurs stratégiques et surtout de la puissance de ces autorités. Le groupe des radicaux de gauche du Sénat a donc demandé la création d'une commission d'enquête. Nous sommes arrivés aujourd'hui pratiquement à 42 autorités administratives indépendantes. Il en est créé une par an. Il est bien évident que cela n'est pas raisonnable. Cela n'est pas raisonnable parce que c'est un délitement de l'État. Ce n'est pas raisonnable parce que cela a un coût. Nous sommes à un stade aujourd'hui où cette prolifération pose problème démocratique, pose problème de contrôle du Parlement de la République. Nous voici donc réunis pour cette réunion finale de notre commission d'enquête. Toutes les autorités administratives indépendantes ont également répondu à un questionnaire détaillé. Une telle procédure oblige les présidents d'autorité à répondre aux sénateurs, des sénateurs bien décidés à faire le tri. La commission de sécurité des consommateurs, dont le président n'est pas nommé depuis le 1er octobre 2014. Sur ces 42 entités, vous allez voir qu'il existe des autorités administratives indépendantes fantômes. C'est ce que nous avons découvert au cours de notre enquête en nous intéressant à la Commission de la sécurité des consommateurs. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant elle existe depuis 1983. Et à l'époque, elle joue un rôle de choix dans la défense des consommateurs.
Ici siège la commission de la sécurité des consommateurs. Créée en 1983, cette commission vient de rendre public son premier rapport annuel. 159 requêtes émanant surtout de particuliers, mais aussi d'associations, de professionnels et des pouvoirs publics. Premier exemple, un avis sur un savon liquide Chamousse à la suite d'une plainte d'un particulier. Dès que nous avons été informés, nous avons aussitôt modifié la pompe de façon à ce que la main puisse passer malgré tout sous la pompe, tout en permettant de l'utiliser normalement. 30 ans après, nous avons cherché à contacter cette commission, sans succès. Le service de presse n'a jamais donné suite. Nous avons donc décidé de vérifier sur place. À l'adresse indiquée, des bureaux. Mais impossible d'avoir un interlocuteur. Bonjour monsieur. C'est bien ici, la commission de la sécurité des consommateurs. C'est sur rendez-vous, ils ne reçoivent pas comme ça le public. Essayez de voir l'autre entrée là-bas au 59. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bonne journée, au revoir. Nous sommes donc redirigés de l'autre côté de la rue, directement dans les locaux de Bercy. Là non plus, pas un franc succès. Avec qui, s'il vous plaît? Je voudrais prendre rendez-vous avec eux parce qu'en fait ils ne répondent pas à mes demandes. Ça ne peut pas prendre rendez-vous ici, on ne reçoit pas le public ici. Est-ce qu'on peut me donner le nom de quelqu'un qu'on peut dire qu'ils n'ont que le service de presse qui ne répond pas? Justement, le service de presse ne répond pas, mais il faut rappeler, il faut attendre. C'est eux justement qui gèrent la situation. Nous avons finalement reçu un drôle de mail de la part des services de Bercy. Les postes de président et de secrétaire général de la CSC sont dépourvus de titulaires depuis le 7 octobre 2014 pour le premier et depuis le 3 juillet 2014 pour le second. Dans ces conditions, il est difficile d'envisager une interview portant sur le fonctionnement de l'autorité administrative indépendante. Une autorité sans président ni secrétaire général depuis plus d'un an. Une situation plutôt étrange. Pour essayer de comprendre, nous nous sommes adressés à l'un des interlocuteurs privilégiés de cette autorité, une association de consommateurs. Non, mais ça montre effectivement le délitement de cette commission. Clairement, la CSC, ces derniers temps, n'a pas eu les moyens de fonctionner. Avec seulement 2 avis rendus en 2014 et un organigramme sans tête, la CSC est devenue une coquille vide. Soit on donne à la Commission de sécurité des consommateurs les moyens de fonctionner et de faire efficacement son travail, soit alors, faute de moyens et d'efficacité, on en tire les conséquences en supprimant cette institution. Mais il n'en restera pas moins que les associations de consommateurs ne pourront pas à elles seules pallier l'absence de Commission de sécurité des consommateurs. Elle a un pouvoir qui est celui d'émettre des avis, des recommandations qui sont beaucoup plus contraignants que les simples alertes d'une association de consommateurs. Y a-t-il eu une volonté politique de faire taire la CSC? En tout cas, c'est désormais une autorité fantôme qui a tout de même coûté 250 000 € en 2014. La masse salariale, elle, reste inconnue. Une situation jugée aberrante par la commission d'enquête. C'est quand même le comble qu'il y ait une autorité administrative indépendante introuvable. Manifestement, le gouvernement, l'exécutif, ne trouve aucun intérêt à la vie de cette autorité administrative indépendante, mais qu'il en tire les conclusions. La commission d'enquête du Sénat demande donc dans son rapport de faire le ménage et diviser par 2 le nombre de ces AAI. Il y en a qui ne devraient pas avoir le statut d'autorité administrative indépendante, qui pourraient réintégrer simplement le giron des services de l'État. Il y en a d'autres qui peuvent être regroupées et il y en a vraisemblablement quelques-unes qui pourraient être supprimées. Il faut éviter, en matière d'autorité indépendante, les doublons, les redondances et, le cas échéant, les compétitions et les rivalités. Il y a besoin, certainement, de concentration. Un constat posé par la commission d'enquête, mais ces regroupements ne peuvent venir que d'une initiative politique. C'est ce qui s'est passé pour le défenseur des droits. À l'origine de cette institution, 4 entités. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour éviter les doublons et réduire la facture en 2011, l'État décide de les faire fusionner. 4 ans plus tard,
le bilan est plutôt positif. Nous avons fait cette fusion à budget constant entre les 4 anciennes institutions et le défenseur des droits aujourd'hui. Les agents en charge de la gestion ont diminué de 40%. Mais la masse salariale a augmenté de 6% avec la fusion. Et pour cause, les écarts de salaire entre agents atteignaient près de 40%. Il y a donc eu un nivellement par le haut. Le budget global du défenseur des droits reste donc stable, à environ 27 millions d'euros par an. Les budgets de ces autorités, c'est l'une des grandes inconnues. On connaît ceux du CSA, de l'autorité des marchés financiers ou encore de l'autorité de la concurrence. Mais pour beaucoup, ces budgets sont noyés dans les lignes de compte des ministères auxquels ils sont rattachés. Le Parlement a les plus grandes difficultés à répertorier de manière claire les budgets de chacune de ces autorités administratives indépendantes que l'on peut retrouver dans différents secteurs, dans différents budgets. Le budget global de ces autorités est estimé à 600 millions d'euros pour l'année 2014, ce qui est très faible par rapport au reste de l'administration. Le problème, c'est qu'il a augmenté de 10% en 5 ans, alors que le reste de l'État est mis au régime. Conclusion pour la commission d'enquête, il faut que les budgets de ces autorités soient regroupés dans un seul document homogène, publié chaque année dans la loi de finances. Nous nous sommes également intéressés au pouvoir considérable de certaines de ces autorités, en particulier celles qui ont la charge de réguler des secteurs économiques. C'est le cas du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans la tourmente ces derniers mois. En cause, des polémiques autour de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par cette autorité. L'arrivée de Mathieu Gallet à la tête de Radio France en 2014 a créé la surprise. Et plus récemment, la nomination de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, a suscité une vague de critiques. Ce pouvoir de nomination, le CSA l'a récupéré en 2013. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une loi avait confié ce rôle au président de la République. Les sénateurs de la commission d'enquête ont voulu pointer du doigt ces dysfonctionnements au cours d'une audition très tendue. Aujourd'hui, on arrive à une situation où le CSA est sur la sellette. Bon, on n'est pas devant un tribunal, on est dans une commission d'enquête qui avance sur la question des autorités administratives indépendantes. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille parler juste d'ajustement. C'est des questions de fond qu'il faut vraiment se poser. Parce qu'en fait, vous nommez des dirigeants que vous allez contrôler. Parce que c'est quand même ça, vous êtes autorité de nomination, mais vous êtes aussi autorité de régulation. Le principe qui consiste à confier la nomination aux membres d'un collège d'une autorité indépendante remonte à 1982 avant d'être remise en vigueur en 2013. Donc il n'y a à cet égard aucune nouveauté. Donc le conflit d'intérêts qu'on avait pu ressentir à un moment donné, qu'on avait pointé au niveau de l'État, quelque part on l'a déplacé seulement au niveau du CSA. Nul ne peut contester, je pense, que les choix qui ont été faits par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont été des choix faits par les membres, et exclusivement les membres, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en dehors de toute pression. La commission d'enquête semblait vouloir cibler le CSA. Finalement, dans son rapport, elle pointe simplement les pouvoirs contradictoires de cette autorité, mais sans apporter aucune solution. Olivier Schrammeck aurait-il convaincu les sénateurs ? Rien n'est moins sûr, mais pas question pour la commission d'enquête de cibler une autorité en particulier. C'est donc la commission de la culture du Sénat qui va se saisir du dossier. Sa présidente, Catherine Morin-Desailly, veut repenser la procédure actuelle, jugée trop opaque. Au Parlement, nous reviendrons sur cette loi de 2013 qui est insatisfaisante. D'ailleurs, on l'a vu, dans le processus de nomination, la loi n'encadre pas suffisamment le processus de nomination, ce qui rend possible toute dérive. Mais encore une fois, c'est parce qu'à l'époque, loi de 2013, on confère trop de pouvoirs au CSA, surtout des pouvoirs contradictoires. Mais est-ce suffisant pour garantir des procédures transparentes ?
Nous avons demandé son avis à Michel Boyon. Ancien président du CSA, il a connu les deux modes de nomination. Par le CSA justement, et par le président de la République. S'agissant de la nomination des présidents de l'audiovisuel public, je vais vous dire qu'après des années et des années d'expérience, je considère qu'il n'y a pas de système idéal. Mais les textes n'apporteront jamais à eux seuls une garantie dans ce domaine. Les pouvoirs du CSA ont déjà fait l'objet de 16 lois entre 2009 et 2014. C'est donc le Parlement et le gouvernement qui ont la charge de fixer le cadre de fonctionnement de ces autorités. Mais qui les contrôle, puisqu'elles sont indépendantes? Le minimum, c'est que, une fois qu'elles rendent une décision, la personne concernée puisse former un recours devant le juge pour vérifier que cette décision respecte les règles de droit. Le Conseil d'État est le juge, il est le juge des décisions qui sont prises par beaucoup de ces autorités. Le Conseil d'État, mais aussi la Cour des comptes ou la Cour de cassation fournissent un grand nombre de membres de ces fameuses autorités administratives indépendantes pour éviter de faire appel à des personnes venant du privé. Seulement voilà, un président d'autorité administrative indépendante sur deux est issu de ces grands corps d'État. Là encore, la situation fait grincer des dents la commission d'enquête. C'est un milieu, c'est très clairement souvent un entre-soi. Il y en a qui sont membres de plusieurs autorités administratives indépendantes. C'est pas forcément une bonne chose que à la fois il y ait des conseillers d'État dans presque tous les collèges et qu'en même temps les recours se fassent devant le Conseil d'État. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, garantit pourtant l'impartialité de cette institution. Les membres du Conseil d'État qui servent dans une autorité indépendante, par définition, sont sortis du Conseil d'État. Nous avons une culture de l'indépendance, nous avons une culture de l'impartialité et nous sommes parfaitement en capacité de juger toutes les décisions administratives prises par les autorités de la République. Les sénateurs de la commission d'enquête pointent aussi les parcours de certains présidents d'autorité malgré leurs compétences reconnues. C'est le cas de la médiatrice du livre. Elle était directrice de cabinet au ministère de la Culture, juste avant de devenir la première médiatrice en 2014. La loi, elle date du 17 mars 2014, à un moment où vous dirigez le cabinet de la ministre de la Culture. C'est quand même la première chose qui m'interpelle, moi. Surtout au niveau de la notion d'indépendance. Et vous vous retrouvez quelques mois après médiateur du livre. Donc, considérez-vous vraiment que c'est un mécanisme d'indépendance? Les faits ne sont pas contestables. J'étais effectivement directrice de cabinet au moment où la loi a été votée, pas au moment où les décrets d'application ont été pris. C'est pas comme directrice de cabinet que j'occupe les fonctions de médiateur du livre. Donc, oui, enfin ça encore, j'allais dire encore heureux. Hein. Mais quand même, je ne sais pas si ce processus au niveau des autorités administratives indépendantes de création ne vous interpelle pas. Moi, personnellement, ça me pose quand même problème. Alors, si la question que vous vous posez, c'est celle de savoir si j'ai pu personnellement intervenir parce que j'avais comme idée de devenir un jour médiateur du livre, comme j'ai prêté serment, ça n'était pas le cas. Et pour le reste, la loi prévoit un certain nombre de garanties qui me paraissent être respectées. Rien d'illégal donc, mais la commission d'enquête réclame un renforcement des règles de déontologie prévues par la Haute Autorité de transparence de la vie publique, notamment sur les conditions d'arrivée et de départ des membres de ces autorités. À partir du moment où ce sont des autorités, ça c'est leur nature même, qui n'ont pas de légitimité démocratique, qui ne sont pas composées de personnes élues. D'où vient leur légitimité ? La légitimité, ça passe par la responsabilité. Avec le pouvoir vient la responsabilité. Autre proposition de la commission d'enquête, limiter le recours à ces grands corps d'État, mais sans pour autant dire qui l'on peut nommer à la place.
Enfin, de manière plus concrète, elle demande de faire appliquer la loi concernant les déclarations d'intérêt et de patrimoine des membres de ces collèges. On ne peut pas imposer aux parlementaires, avec une rigueur certaine et justifiée, de respecter ces règles-là et constater que les membres des collèges des autorités administratives indépendantes, pour un certain nombre d'entre eux, se refusent à les appliquer. Le 4 novembre 2015, la commission d'enquête a publié son rapport avec 11 propositions pour mettre de l'ordre dans ce qu'elle a appelé un État dans l'État. Une proposition de loi doit suivre, mais encore faut-il qu'elle soit votée pour que ces recommandations ne restent pas lettre morte. Et cela pose un autre problème. Ce sont les parlementaires qui doivent adopter ces mesures. Une vingtaine d'entre eux siègent aussi dans des autorités administratives indépendantes. En 10 ans, c'est le 3e rapport qui s'attaque aux AI. Les publications s'accumulent, mais les lignes bougent très peu. Faustine, on vient de le voir dans votre documentaire, il y a quand même certaines anomalies. Par exemple, cette autorité fantôme, la CSC, c'est la Commission de la sécurité des consommateurs. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur cet organisme fantôme? Eh bien, nous avons tenté d'interroger la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation, Martine Pinville, sans succès. Visiblement, c'est un sujet qui fâche. À Bercy, tout juste nous a-t-on répondu qu'on réfléchissait pour l'instant sur l'avenir à donner à cette commission, donc rien de très concret. Vous le voyez. Ouais. On a l'impression également que les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale n'apportent pas vraiment de réponse aux problèmes concrets que vous avez pu décrire dans votre documentaire. Alors sur toutes les questions budgétaires, le rapport est très complet. En revanche, c'est effectivement sur certains points précis, il manque des réponses. Sur la composition des collèges, par exemple, les sénateurs de la commission d'enquête invitent à limiter le recours à ces grands corps d'État. On l'a vu, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation, mais sans vraiment dire qui l'on peut nommer à la place. Des parlementaires, des personnes issues du secteur privé. Cela pose d'autres types de problèmes, comme les problèmes de conflit d'intérêts. À titre personnel, le rapporteur radical de gauche, Jacques Mézard, propose de faire appel à des universitaires ou des magistrats de tribunaux administratifs ou de tribunaux de grande instance. Mais là non plus, rien n'a été tranché. Qu'en est-il du CSA dans toutes ces autorités administratives indépendantes, Faustine? C'est un peu le même problème pour les dysfonctionnements qu'on a vus au sein du CSA. Il y a eu des mots très durs en audition. Le rapporteur critique même ouvertement le mode de nomination actuel des présidents de l'audiovisuel public par le CSA, mais à l'arrivée, quelques lignes seulement dans le rapport, et là non plus, rien de très concret. Ça peut être un peu frustrant. On sait en revanche que c'est la Commission de la Culture qui s'est saisie du dossier. Oui, et après, quel est l'avenir de ce rapport, Faustine? Alors pour l'instant, le rapport est plutôt informatif. Il devrait tout de même faire réagir le gouvernement. On est en plein examen du projet de loi de finances, alors que l'exécutif traque les économies, les doublons. Et puis, en revanche, dès le mois de février, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une proposition de loi déposée par les sénateurs avec un examen en séance publique. Mais encore faut-il que cette proposition de loi soit adoptée. Si elle ne l'est pas, les propositions du rapport resteront lettre morte. Et c'est malheureusement souvent le cas. C'est quand même le 3e rapport en 10 ans. Tous ont demandé ou demandent à ce qu'il y ait le ménage qui soit fait dans toutes ces autorités administratives indépendantes. Et malgré tout, eh bien, il en est quasiment créé une nouvelle chaque année. Merci beaucoup, Faustine Saint-Geniès. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi dès 16h30 pour un nouveau Sénat 360. D'ici là, bon week-end à tous. Thank you.